Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves, ravi de vous revoir après ces longues vacances. Oh long, pas si long que ça. Tout juillet, nous avons assuré le service ensemble. Chemnitz, théâtre de manifestation de nazis. Chemnitz, théâtre de chasse aux immigrés. Les médias dénoncent la montée de la xénophobie en Allemagne. Ils bobardent pour cacher l'émotion de la Saxe suite au meurtre d'Allemands par des migrants. Remaniement ministériel, qui prendra la place de Nicolas Hulot? L'ancien député européen Cohn-Bendit a été approché par le gouvernement, provoquant de très vives réactions sur les réseaux sociaux. Nicolas Faure dresse le portrait piquant de Christophe Barbier, le pape des médias à l'écharpe rouge. Journaliste touche à tous les médias. Il est passé par Le Point, Europe 1 ou encore L'Express. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets d'immédiat. Chemnitz en Allemagne, dans la Saxe, théâtre de manifestations, de vives manifestations suite au meurtre par deux migrants qui sont soupçonnés, qui ont été incarcérés suite au meurtre d'un Allemand. Très rapidement, en fait, la presse va s'emparer de ces manifestations. En Allemagne, et notamment pour le journal Le Bild, eh bien, on évoque cette réaction, cette émotion à travers ces mots « der Mörder »,« der Mod ». Donc c'est le meurtre et c'est la mobilisation. La mobilisation. Pour les médias français, notamment Euronews, eh bien c'est une manifestation qui a été organisée par l'extrême droite et donc composée de gens d'extrême droite. Plus de 2000 sympathisants d'extrême droite sont descendus dans les rues de Chemnitz en Allemagne ce lundi soir à l'appel du mouvement anti-islam Pegida. Libération qui fait sa une suite aux événements de Chemnitz avec cette image et ce titre « Le venin de la xénophobie » en référence à l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie et la Suède. Dans ce numéro, eh bien, on retrouve cet article « Après les émeutes racistes de Chemnitz, l'Allemagne inquiète ». L'Allemagne inquiète, d'abord ça c'est un titre parfaitement gratuit. Émeute, il n'y a pas eu d'émeute. Il y a eu deux manifestations raciste, c'est aussi parfaitement diffamatoire. C'est une manifestation de défense du peuple allemand face à une immigration de moins en moins soutenable. Voilà. Donc tout dans le titre est faux. Est faux, mais pour amener évidemment le lecteur vers la bien-pensance. Dans Courrier International, on a cet article « Vue d'Allemagne à Chemnitz, les nazis s'essayent à la guerre civile ». Entre guillemets, les nazis s'essayent à la guerre civile. Alors ça, c'est plus intéressant encore, parce que Courrier International, c'est censé présenter le point de vue de la presse internationale. C'est-à-dire c'est des traductions de presse internationale sur des sujets divers. Mais c'est extraordinairement biaisé. Et dans ce cas particulier, c'est particulièrement biaisé parce qu'ils reprennent un titre important de la presse allemande, un journal important de la presse allemande, sauf qu'ils changent le titre. Le titre de ce journal allemand, la Taz, c'est « Merkel doit intervenir ». Bon. Et leur titre à eux, c'est « Les nazis s'essaient à la guerre civile ». Ce qui n'a rigoureusement rien à voir, mais qui vise à faire croire que la presse allemande dit des choses qu'elle ne dit pas exactement, ou en tout cas pas exactement comme cela. Donc méfiez-vous de Courrier International, méfiez-vous de Courrier International. Vous pensez avoir le point de vue de la presse étrangère, c'est le point de vue de la presse étrangère tel que manipulé par des journalistes d'extrême gauche français. Ce mot nazi, on va le retrouver dans de très nombreux médias, notamment en France. Le Huffington Post à Chemnitz, en Allemagne, néo-nazis et pro-migrants continuent de se faire face dans les rues. Les manifestations sont extrêmement vives. Le soir, toujours en fait ce mot néo-nazi qu'on va retrouver en Allemagne, la ville de Chemnitz est tétanisée par la violence néo-nazie. Et sud-ouest, en Europe, l'axe ultranationaliste des droites radicales. Alors là, c'est génial. Ultranationaliste, droite radicale. On en a vraiment, on en refait dans Sud-Ouest, là. Sur France Culture, cette question, l'Allemagne est-elle démunie face à l'extrême droite? Avec ce lancement, les manifestations anti-migrants se succèdent depuis plus d'une semaine à Chemnitz, en Allemagne, face à l'émergence d'un discours raciste décomplexé. Pourtant, en regardant bien ces manifestations, en regardant avec attention, avec un œil un peu nouveau, un œil non médiatique,
Eh bien, on peut voir ces gens, ces Allemands, qui peuplent la Saxe, qui manifestent. Sont-ils de terribles hooligans? Sont-ils de terribles néo-nazis? Est-ce qu'on voit des bras levés? Eh bien, on va prendre quelques exemples vidéo. On va s'apercevoir que ce sont des gens comme tout le monde, comme vous, comme moi, Jean-Yves, et comme vous, chers téléspectateurs de TV Liberté. On le voit là, il manifeste et il défile avec le visage des gens qui ont été tués par des migrants. Et on va voir une autre séquence vidéo d'un homme en colère, d'un homme avec une émotion extrêmement vive qui discute avec une femme pro-migrant. Et on va le voir, c'est un homme, encore une fois, je le répète, comme vous Jean-Yves, comme moi et comme vous, chers internautes. Ich kann nicht mehr in die Stadt gehen mit meinen Enkelkindern, meine Frau, meine Schwiegertochter ist vor kurzem in die Stadt gegangen. Da war ein Pulk arabischer Bürger, junge Männer, gut gekleidet, schick, modernes Handy. Die ist noch nicht mal vorbeigelaufen. Ficky, 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 Ficky. Das sag ich, ist das normal? Wenn ich das vor 4 Jahren gesagt hätte, hätten sie mich weggenommen als Sexualstraftäter. Bloß bei denen, warum winken sie? Alors, je crois qu'il faut tout de suite faire une distinction. Les images qu'on a vues, il y en a d'autres d'ailleurs, les images avec des plans larges, avec une foule nombreuse. Il y a eu, je crois, suivant les manifestations, entre 3-4 000 et 8-10 000 personnes. Plus les images sont en plan large, plus la foule est nombreuse, plus ce sont des gens tout à fait normaux. C'est des Allemands moyens qui manifestent, et des Saxons moyens, pourrait-on dire, et qui défendent au fond leur identité. Par contre, quand on veut donner l'impression que ce sont des très méchants, c'est toujours du plan étroit sur quelques visages un peu durcis, et évidemment avec des biais éventuellement d'ailleurs dans ces visages un peu durcis. Il n'est pas exclu qu'il y ait quelques provocateurs de l'extrême gauche ou de la police politique. Voilà. Et donc bien voir la différence entre les plans larges, et là c'est l'Allemagne profonde, et les plans étroits où on essaye de focaliser sur les éléments, le petit nombre d'éléments peut-être un peu plus radical. Plan étroit, forcément fruit d'un esprit étroit en tout cas qui veut biaiser la réalité. Bobard énorme, bobard gigantesque sur Chemnitz. Vous n'avez pas pu passer à travers ce bobard. Même moi, j'ai même cru à la réalité en fait de ce fait. Eh bien, c'est en Allemagne cette chasse aux migrants qui a été médiatisée partout, absolument partout. Ce bobard, il a été repris, je le dis, dans absolument toute la presse. Je vais prendre quelques exemples. L'Obs, Allemagne, chasse collective contre les étrangers après une bagarre mortelle. Ou encore Weiss, des migrants racontent la vague de violence néo-nazie en Allemagne. Et on le voit à travers cette coupure de Google Actualité. Allemagne, à Chemnitz, les néo-nazis font la chasse aux étrangers. C'est le titre qu'on a vu absolument partout. Titre répandu notamment à cause d'une fake news propagée par Angela Merkel. Absolument. Alors c'est Angela Merkel elle-même, mais normalement les médias doivent vérifier les informations, y compris quand elles émanent d'un chef de gouvernement ou d'une chancelière qui a raconté qu'il y avait une chasse aux étrangers. Et c'est évidemment un mensonge absolu, repris par ce que les Allemands appellent la Lügenpresse, la presse mensongère, que nous appelons la presse qui bobarde. Eh bien, c'est un mensonge qui a été doublement démenti par le procureur de Saxe et par le Premier ministre de Saxe. Donc les deux plus hautes autorités judiciaires et politiques de l'État de Saxe ont démenti ce mensonge lancé par la chancelière allemande et colporté par l'ensemble des médias allemands et français. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qui a été énormément masqué dans ce traitement médiatique, eh bien c'est que la Saxe est meurtrie, en tout cas dans sa population. Il y a une émotion extrêmement vive. Pourquoi? Parce que de nombreuses personnes ont été agressées, de nombreuses personnes ont été tuées par des clandestins, par des migrants, entre guillemets. Alors je vais prendre en support, juste pour citer quelques exemples, un article de Causeur, qui a fait un petit listing. On a Maria L. à Fribourg, on a Mia à Kandel, Susanna Feldman, ou encore le meurtre d'un médecin à Hofburg, ou encore, évidemment, et ça on en avait beaucoup parlé, on l'a redit de nombreuses fois,
eh bien, les très nombreuses agressions sexuelles, notamment les agressions sexuelles à Cologne au moment de la Saint-Sylvestre. D'autres exemples encore, eh bien, c'est l'exemple de cette yézidi qui, en Allemagne, a retrouvé son agresseur, a retrouvé la personne qu'il avait qu'il avait mis en esclavage. La personne de Daesh. Achouak avait 14 ans seulement lorsque le groupe État islamique a fait irruption dans son village yézidi du nord de l'Irak. Comme des milliers d'autres femmes yézidis, elle est achetée comme esclave sexuelle par un homme nommé Abu Umam. Son prix $100. Après 3 mois de viol et de torture, la jeune femme parvient à s'échapper et obtient l'asile en Allemagne avec sa mère et l'un de ses frères. Mais quelques mois plus tard, dans la rue, elle entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il y a un problème d'immigration, parce qu'on peut comprendre que la jeune yézidi ait été une réfugiée politique, puisqu'elle était persécutée par Daesh. On comprend un peu moins qu'on accepte, et c'est sans doute la majorité des migrants qui viennent de pays type la Syrie ou l'Irak, qui sont des gens qui étaient engagés du côté de l'État islamique. Alors la presse internationale a les yeux rivés sur la Saxe et on essaie de trouver des explications un petit peu dans l'histoire de la Saxe. Je trouve cet article sur François, la Saxe et l'extrême droite, une histoire ancienne, avec des références évidemment, notamment dans la presse allemande, avec Der Spiegel, un journal extrêmement important en Allemagne, qui va utiliser l'écriture gothique pour essayer de diaboliser ce canton. Ce canton, non, cet État. Cet État de la Saxe, et essayer évidemment de faire une référence à l'Allemagne néo-nazie. Oui. Sauf qu'il y a un problème, Jean-Yves, dans l'utilisation de cette écriture gothique. Oui, il y a un problème, puisque, effectivement, l'Allemagne nationale-socialiste a mis fin, en 1941, à l'écriture gothique, qui était considérée comme trop traditionnelle, trop réactionnaire, puisque le mouvement national-socialiste se voulait quand même révolutionnaire. Et donc, c'est précisément le gouvernement national-socialiste qui a mis fin, en 1941, à l'écriture gothique. Alors, essayer de nazifier la Saxe avec l'écriture gothique, qui est une écriture traditionnelle en Allemagne, c'est quand même assez extraordinaire. Ça prouve accessoirement l'inculture incroyable de ces journalistes, et je dirais de ces journalistes de manière collective, parce que c'est pas un petit stagiaire comme à BFM qui a commis l'erreur, c'est la une du journal. Alors, ceci étant, c'est vrai que si on met en perspective, la Saxe, elle a eu depuis longtemps une histoire particulière en Allemagne. D'abord, ça a été les alliés de Napoléon. On l'a un peu oublié, ça remonte à 2 siècles, mais enfin, ça a été les alliés de Napoléon. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu une ville martyre, la ville de Dresde, qui a subi un bombardement de destruction massive, pratiquement à nul autre pareil, sauf si on exclut Hiroshima ou Nagasaki. Et donc, c'est un élément quand même qui est important dans la mémoire de la population. La ville de Dresde ayant d'ailleurs été très bien reconstruite depuis quelques années. Et puis, c'est vrai que la Saxe, c'est un pays qui, pendant la période soviétique d'Allemagne de l'Est, était à l'abri, c'est paradoxal, à l'abri de la propagande occidentale, américaine, parce qu'ils étaient un peu plus loin. Donc, ils sont restés de manière assez isolée du reste des autres Allemands, des Allemands de l'Ouest, c'est sûr, et même en partie des Allemands de l'Est qui étaient touchés par les médias américains, ce qui n'était pas leur cas. Et puis c'est vrai que c'est là qu'est né le mouvement anti-immigration, qui a mis des manifestations de rue à Dresde, qu'est né le mouvement Pegida. C'est aussi là que l'AfD, le parti identitaire allemand, réalise ses meilleurs scores. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une particularité de la Saxe. D'ailleurs, actuellement, les Saxons sont tellement fâchés contre la politique de la République fédérale d'Allemagne dirigée par Mme Merkel, qu'ils envisagent un peu de prendre leur indépendance et de se rapprocher des États du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et d'un certain point de vue aussi l'Autriche, tellement ils se sentent un peu différents des autres Allemands. Bien, je reviens sur ces mots. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Alors là, on va suivre avec attention ce que vous avez dit.
Mais je propose quand même d'avancer dans cette partie et de passer justement au zapping d'immédiat. Il y a aussi peu de pureté dans la langue que de pureté dans l'identité française. Je pense que toute cette langue qui se crée dans la rue, au contact du bitume, vient enrichir cette langue française, vient l'alimenter, vient aussi la chahuter un petit peu. Rubano, spacciano, fanno stupri, perché? Sono vittime del problema di cui lei parla, sono le vittime, non sono la causa. Nous sommes à Zarsis en Tunisie, à 60 km de la Libye, et sur ces plages, la mer rejette régulièrement les corps de migrants morts noyés en tentant la traversée vers l'Europe. Ces hommes, ces femmes et ces enfants s'échouent ici dans l'indifférence presque générale, mais un retraité tunisien, un ancien pêcheur, a décidé de consacrer sa vie à ces anonymes en prenant soin de leurs dépouilles. En tout cas, il avait réussi à lever à peu près 12 000 € en faisant du crowdfunding il y a quelques mois. Il lui manquait, quand on l'a rencontré, à peu près 12 000 € pour acheter un nouveau terrain. Parce qu'en fait, le cimetière des Inconnus aujourd'hui est presque plein. Il reste que 2 tombes qui malheureusement risquent d'être rapidement occupées. Donc Shamseddine a besoin d'acheter un autre terrain pour continuer. Il n'avait pas cet argent pour le faire, donc on a lancé une levée de fonds après le reportage. 5 ans après le décès de Clément Méric, le procès des 3 skinheads impliqués dans sa mort devait débuter ce mardi, mais il a été suspendu, l'un des accusés ne s'étant pas présenté. Les 3 hommes devaient comparaître devant les assises de Paris. Le jeune militant antifasciste avait été tué lors d'une bagarre en juin 2013. Oui. Christophe Bourseiller, si je vous demande de terminer cette phrase, le 5 juin 2013, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Je dirais c'est le jour où cet antifascisme radical a rencontré le principe de réalité. Merci beaucoup. Sophia Aram, c'est à vous. La semaine dernière, dans la chaleur moite de l'été finissant, des murmures et quelques cris d'effroi sont venus interrompre le sommeil angoissé des parents d'élèves en pleine période de pré-rentrée. Ça y est, ils sont là, ils reviennent. Fermez les portes et les fenêtres, éloignez vos enfants. C'est le grand retour du lobby LGBT. Une poitrine, un homme torse nu, une femme torse nu. Enfin, il faut arrêter de croire que c'est sale ou c'est dégueulasse ou que c'est vouloir faire le buzz ou quoi que de montrer un corps. Je veux dire, les statues grecques, elles sont toutes torse nu comme ça. C'est terrible. Quand on est jeune et qu'on découvre la vie et la sexualité, ou quand on est en couple exclusif depuis plusieurs années, la tentation peut être grande de goûter à d'autres plaisirs, de découvrir d'autres personnes, d'embrasser, de toucher, de coucher, n'est-ce pas ? C'est peut-être ton cas, mais ça signifie pas nécessairement la fin du couple si vous êtes bien ensemble. Ben voilà. La question politique, c'est des retraités en colère. Encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux? À long terme, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'ici la fin du quinquennat, il y aura peut-être l'occasion de donner un petit peu pour les retraités. Sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Je ne sais pas si la vôtre représente beaucoup de sensibilité. Je pense que les grandes gueules représentent bien davantage de sensibilité que cette émission. Vous assumez d'être de droite, un peu conservatrice. Et jeune ambitieux, vous l'avez dit. Non, mais ça j'en sais rien. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que il y a des émissions qui sont
homogène sur le plan idéologique, c'est le cas de Quotidien. Je suis désolé de le dire, c'est pas du tout une attaque. Mais non, mais ça n'est pas du tout. On est des bobos gauchos, c'est ça pas... Enfin, les électeurs de Le Pen sont parmi les plus pauvres de la population. Pourquoi vous êtes contre de la redistribution qui vous profiterait? Et en fait, on voit que dans leur réponse, ils montrent une espèce de phobie à l'égard d'autrui, une espèce de misanthropie sociale qui va très au-delà de la question de l'immigration qu'on évoque souvent. On leur demande par exemple, est-ce que vous aimez votre beau-frère? Non. Est-ce que vous aimez vos collègues de bureau? Non. Est-ce que vous aimez des gens rencontrés dans la rue par hasard? Non. Voilà, toujours un beau zapping, toujours l'immigration, mais ça, c'est tellement fort dans les médias qu'on est obligé d'y revenir. Juste peut-être un petit commentaire sur la scénette d'Hugo Clément, où il nous fait pleurer sur un monsieur qui fait des appels de fonds pour enterrer les corps qu'il aurait repêchés, rejetés par la mer, les corps de migrants noyés qui auraient été rejetés par la mer. Là, on nous fait, c'est la séquence un peu lacrymale. Alors, c'est pas très original, parce qu'il y a eu la même sur Arte, il y a eu la même sur Society, et même d'ailleurs, je crois que les gens de Society se plaignent d'avoir été pillés par Hugo Clément. Bon, enfin, c'est pour la bonne cause, c'est pour la cause politiquement correcte. Alors ensuite, il y a l'affaire Méric qui est revenue. Méric, c'est ce jeune antifa qui est mort dans une bagarre et qu'il a lui-même provoquée. Alors, on voit que c'est présenté de manière très différente d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on expliquait que c'était des brutes d'extrême droite qui avaient tué un gentil intellectuel, assassiné, on avait employé le mot assassiné. En fait, le procès fait apparaître que c'est un homicide involontaire à la suite d'une bagarre dans laquelle le garçon accusé d'homicide s'est défendu contre l'agression de celui qui l'a tué et qui faisait pas tout à fait le poids, malheureusement. Malheureusement pour lui. Alors Barbier, on va y revenir avec un portrait piquant que je vous recommande. Barbier, il est extraordinaire parce qu'il explique, oui, Macron diminue les retraites, mais c'est pas bien grave, parce que de toute façon, les retraités, ils seront morts en 2022 et ils voteront pas. Ouais, de là à souhaiter une bonne canicule, il n'y a qu'un pas. De là à souhaiter une bonne canicule. Alors, ceci étant, c'est pas forcément de très bon goût, la remarque de Barbier, mais c'est surtout tout à fait débile. Il y a, en France, aujourd'hui, il y a environ 30 générations de retraités. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup pour ceux qui doivent les payer, ça c'est sûr. Mais en 4 ans, il va disparaître 4 générations de retraités en moyenne. Et plutôt les petites générations, les plus âgées. Donc ça veut dire que ça va faire 10% de l'effectif qui ne pourra pas voter, ça ne va pas changer 90% des retraités pénalisés aujourd'hui par Macron, ils pourront voter en 2022. Donc non seulement l'argument de Barbier est de mauvais goût, mais en plus il est stupide. Mais il est affirmé de manière très péremptoire, donc tout va bien. Alors, toujours dans le péremptoire, j'ai beaucoup aimé le dénommé Daniel Cohen, qui explique, alors il est formidable, il se présente comme économiste, en fait c'est un militant socialiste, qui a été pour Jospin, qui a été pour Aubry, qui a été pour tout ce monde-là, donc c'est un militant socialiste, mais il parle beau, donc on l'invite, et il nous explique que y a quand même une grande différence entre les électeurs de Mélenchon et les électeurs de Le Pen, Marine Le Pen, c'est que les électeurs de Mélenchon aiment leur beau-frère et que les électeurs de Marine Le Pen n'aiment pas leur beau-frère. C'est la grande différence entre les deux formes de populisme. Alors moi, j'aimerais qu'on me cite le sondage qui lui permet d'affirmer cela. M. Bourdin a avalé ça sans aucun commentaire. C'est totalement bidon. Alors accessoirement, ce Daniel Cohen qui parle beau, il travaille pour la banque Lazare. Alors, il y a une discussion sur les sommes qu'il touche de la banque Lazare par an. Mediapart a dit qu'il touchait 1 million à 2 millions par an. Quand même, c'est pas mal. C'est une somme coquette. C'est un peu des salaires type TV Liberté, quoi. Hein, voilà. Ouais. Et Cohen a dit non, pas du tout. Ça n'est que 200 000 euros. Voilà, donc voilà ce salarié de la banque Lazare, ce militant socialiste qui raconte un peu n'importe quoi sous l'œil humide de Bourdin. Passons à la troisième partie, remaniement, le tour de manège du gouvernement.
On avait commencé à toucher un petit mot la semaine dernière avec Michel Geoffroy. Eh bien, le remaniement a été enclenché avec ce départ extrêmement médiatique de Nicolas Hulot. Et puis, il a continué cette semaine. C'est donc le moment pour nous de revenir sur cette affaire. Revenir non seulement en commençant par cette séquence extrêmement gênante de l'entre-soi journalistique, de journalistes qui se félicitent en fait de cette séquence. Il y a eu un moment de radio, sans doute pour moi, le moment de radio le plus fort que j'ai vécu, même en télévision, je veux dire. C'est-à-dire le moment de la surprise. Le truc n'est pas verrouillé, c'est totalement sincère. Vous avez un homme qui dit, sincèrement, je ne peux pas continuer, je suis trop seul, je n'y arrive pas. Je me demande d'ailleurs si c'est pas unique à la radio, en tout cas. Bon, ils sont contents d'eux. Alors, c'est pas tellement surprenant que Hulot ait annoncé sa démission dans un média. Parce que Hulot, c'est pas un homme politique, c'est une marionnette médiatique qui s'est promue par les médias, qui a été recruté par Macron exactement comme marionnette médiatique. Il y a un moment où il a décidé d'arrêter et il l'annonce dans un média, c'est logique. Il n'est jamais vraiment rentré en politique, ce type-là. Cette histoire va faire la une de l'ensemble de la classe médiatique. Je vais prendre juste quelques exemples. Le Monde, la démission de Nicolas Hulot, entre guillemets, je ne veux plus me mentir. Avec Libération, pourquoi Hulot a raison? Le ministre de la Transition écologique après le gouvernement de Cour mardi en annonçant sa démission. Ce qui est extraordinaire, c'est que très peu de temps après sa démission, eh bien, on va retrouver France 2 qui a sorti de son chapeau un reportage tout prêt, tout frais. La démission a eu lieu mardi, le reportage était prêt pour la diffusion le dimanche. Ça fait un temps quand même extrêmement court pour réaliser un reportage, un documentaire. Je crois que la boucle est bouclée. C'est un homme de médias qui a fait un pas au gouvernement, qui repart dans les médias, et donc les médias le servent assez bien. Peut-être, en fait, la démission d'Hulot, on savait qu'elle arriverait un jour ou l'autre. Donc après tout, on peut peut-être les créditer d'avoir fait preuve d'anticipation. Pour les gens qui vont mourir, on appelle ça des buffets froids. Oui. Tout le monde va mourir un jour ou l'autre. Au demeurant, on appelle ça des buffets froids. Bah là, c'était un peu un buffet froid gouvernemental, en quelque sorte. En tout cas, pour une démission, un buffet froid, c'est assez exceptionnel. En tout cas, la raison pour laquelle je le remarque. Et puis donc mardi 5 septembre, c'était la passation de pouvoir de Nicolas Hulot. Évidemment, la presse type Gala, mais aussi France Info, notait les larmes de Nicolas Hulot, soutenu par sa femme Florence à ses côtés. Oui, alors ça, je trouve que c'est assez indécent. C'est assez indécent. Bon, écoutez, je vais vous dire, Hervé, dans ma vie politique, j'ai pas eu que des choses heureuses, mais il ne me serait jamais venu à l'idée de pleurer sur un de mes malheurs politiques, et encore moins de l'afficher. Mais là, on est dans le cinéma, parce qu'il faut appeler les choses, le cinéma, les simagrées émotionnelles, quoi. Ce sont des larmes trafiquées parce que ça va faire parler, ça va faire buzzer. D'ailleurs, ça marche, puisque nous-mêmes, on en parle. C'est assez... Mais là, on est dans le degré zéro de la dignité. Trafiquer, vous allez un peu dur, c'est quand même pas évident de pleurer à volonté. En tout cas, de ne pas retenir ses pleurs. Chez un acteur, bien sûr que si. Alors moi, j'ai fait plusieurs années de théâtre, je n'arrivais pas à pleurer comme ça sur commande, donc à rire sur commande. Mais vous n'avez pas fait autant de théâtre ni de cinéma que Hulot, Hervé. Je tempérerai un tout petit peu. Beaucoup moins d'années. Je tempérerai un tout petit peu, en tout cas en disant que larmes non retenues, certes, probablement et évidemment, mais larmes commandées. Simagrées et larmes commandées, je confirme. Sinon, ça serait presque pire. En tout cas, juste avant cette passation de pouvoir, on a eu un petit épisode médiatique, organisé ou pas par le gouvernement, justement. Alors Jean-Yves, vous avez votre petite thèse à ce sujet-là. Oui. Eh bien, c'était quel ministre pour remplacer Nicolas Hulot? Eh bien, le gouvernement a fait fuiter une information à travers le JDD. Eh bien, qui était vu? C'était Daniel Cohn-Bendit, qui a déclaré au JDD qu'il ne disait pas non au gouvernement. Il a d'ailleurs eu, pendant un court laps de temps, le temps justement de faire des petites déclarations politiques avec justement cette volonté de faire un sursaut collectif sur l'écologie.
Sauf que, patatrac, à la fin du week-end, eh bien, Cohn-Bendit explique pourquoi il ne remplace pas Hulot. Un ministre n'a pas la liberté de parler en toute franchise. Sauf qu'il y a un loup derrière tout ça, Jean-Yves. Bah, écoutez, je crois que ça a été une très bonne opération de com', à la fois de Cohn-Bendit, qui a fait parler de lui, ça il est assez bon dans ce domaine, et du gouvernement, qui en faisant parler de Cohn-Bendit, a évacué Hulot plus vite que Hulot ne pouvait l'espérer. C'est-à-dire qu'en attendant la nomination d'un nouveau ministre, on pouvait attendre qu'on parle d'Hulot, du départ d'Hulot, etc. L'arrivée éventuelle de Cohn-Bendit, totalement peu vraisemblable, l'arrivée éventuelle de Cohn-Bendit, elle a permis d'occuper le terrain. C'est le Canard enchaîné, je crois qu'il nomme. Exactement, le Canard enchaîné qui titre le tour de piste bidon de Cohn-Bendit, justement. Et alors, au moment de cette annonce, eh bien, Twitter s'est enflammé. Twitter s'est vraiment animé et ressortant des vieilles archives de l'INA. Ça a été un peu compliqué parce que l'INA a un peu bataillé pour supprimer à chaque fois sur YouTube les posts de cette vidéo. On peut quand même la retrouver. Eh bien, tout le monde la connaît, mais il faut quand même la ressortir. Voici l'extrait. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Voilà, alors... Ces déclarations gouailleuses, quand même d'assez fort mauvais goût, elles rendaient quasiment impossible la nomination de Cohn-Bendit au gouvernement. En tout cas, c'est ce type de déclarations orales et d'autres écrites qui l'ont empêché, en 2014, de retrouver un siège au Parlement européen sur les listes allemandes. Puisque la technique de Cohn-Bendit, c'était je fais 5 ans comme élu français, 5 ans comme élu allemand. Et quand il a voulu, en 2014, être à nouveau candidat en Allemagne, il y a eu une levée de boucliers à cause de cette vidéo et d'autres extraits d'ailleurs. Et c'est ce qui l'a cassé, ce qui n'empêche pas les médias français de continuer à l'encenser, de continuer à l'inviter. Et quand, en 2007, je crois, François Bayrou, pas quand même réputé pour être un extrémiste, avait évoqué les déclarations pédophiles, voire les pratiques pédophiles de Cohn-Bendit, les médias étaient tombés sur qui? Non pas sur Cohn-Bendit, mais sur Bayrou. Mais je crois qu'avec les réseaux sociaux, c'est le genre de déclaration qui ne peut plus passer. Alors, remaniement, mais justement, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, on a eu M. de Rugy qui est passé de l'Assemblée nationale maintenant au ministère de l'écologie. Et puis, Laura Flessel qui a été évincée pour être remplacée par Mara Sinanu. Et alors, François de Rugy qui passe de l'Assemblée nationale au ministère de l'écologie, eh bien, ça fait dire à certains que ce remaniement n'est qu'un jeu de chaises musicales. Oui, alors, c'est un jeu de chaises musicales parce qu'on peut penser que de Rugy avait été placé à la tête de l'Assemblée nationale pour garder la place pour Ferrand, qui aurait dû être président de l'Assemblée nationale l'année dernière, qui ne l'a pas été parce que c'est le moment où son affaire est sortie. Son affaire, maintenant, a été plus ou moins enterrée par le parquet, en tout cas retardée. Et donc, il est fort possible qu'on propose à de Rugy de devenir ministre pour dégager la place de président de l'Assemblée nationale. À Ferrand, soit dit par parenthèse, ce qui rend l'hypothèse crédible, c'est que c'est beaucoup mieux d'être président de l'Assemblée nationale que d'être ministre. Parce que quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, a priori, vous êtes là pour 5 ans, sauf si on vous demande de démissionner. Et puis, vous avez un statut, des moyens, un confort très supérieur à celui de ministre. Donc, s'il quitte le poste, c'est probablement parce que tout ça est quand même du ballet politicien préparé. Ce que les médias n'ont pas trop dit, de même que les médias n'ont pas dit quand Cohn-Bendit a été évincé, ils n'ont absolument pas évoqué l'affaire des vidéos où il défendait la pédophilie. En tout cas, très, très, très amusant d'entendre les qualités d'un poste à l'Assemblée nationale venant de la part d'un haut fonctionnaire. Jean-Yves, je vous propose de passer au tweet de la semaine.
Alors, beaucoup de tweets à commenter. Il y a quelques tweets humoristiques qui se commentent tout seuls. Il y en a d'autres qui sont un peu plus sérieux. D'abord, il y a un sondage sur la confiance dans les métiers. On voit que les gens qui ont le moins la confiance de l'opinion, ce sont les médias et les politiques. Les médias, on sait pourquoi, parce qu'ils mentent. Et les politiques, on sait aussi pourquoi, c'est parce qu'ils sont soumis aux médias. Donc, ils subissent le discrédit des médias. Alors, il y a l'affaire du pompier poignardé qui a beaucoup ému, poignardé ou tué à l'âge, je ne sais plus trop, qui a beaucoup ému. Malheureusement, il y a de plus en plus d'agressions de pompiers. Alors, on nous explique que c'est un déséquilibré, un schizophrène, je crois, ce qui est peut-être le cas. On ne connaît pas son nom. Et la seule chose qu'on sait, à partir du moment où on ne connaît pas le nom du schizophrène qui a tué ce pompier, c'est qu'il ne s'appelait pas Jean Dupont. Parce que si le meurtrier du pompier s'appelait Jean Dupont, je pense que les médias n'auraient pas manqué de nous le faire savoir. Alors, il y a une campagne de publicité assez audacieuse des chasseurs, il faut bien le dire, qui a amené la RATP à demander la modification du visuel, ce qui est tout à fait rarissime, et qui a amené BFM à utiliser un visuel détourné. De l'anti-campagne, en fait, de l'anti-campagne, voilà. C'est extraordinaire. C'est un parti pris. Bon, on peut d'ailleurs approuver ou non la campagne des chasseurs, qui est assez culottée, d'ailleurs, il faut bien le dire. Sur le thème, c'est les premiers écologistes. Bon, ce qui a un point de vue qui peut se défendre, mais qui peut aussi se discuter. Mais les médias ont pris quand même assez clairement position contre. Et puis, alors, il y a cette nouvelle absolument extraordinaire, les tests pour la drépanocytose à la naissance pour les nouveau-nés, qui vont être généralisés à tout le monde, ce qui est une aberration totale, puisque c'est une maladie rare qui ne touche que certaines populations qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Amérique latine ou qui viennent du Proche-Orient, mais qui ne touchent pas les populations européennes. Eh bien, on va dépister tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on ne dépistait que les gens qui viennent d'ailleurs, ça donnait une mesure de l'immigration à la naissance. Et donc, on sait que pour les dernières années connues, la dernière année connue, 38% des naissances des nouveau-nés avaient des origines venant d'ailleurs, d'Afrique, d'Amérique latine, du Proche-Orient ou d'Inde, 73% en Île-de-France. Et donc, comme ces chiffres étaient utilisés pour décrire la réalité du grand remplacement, eh bien, tout simplement, on va supprimer, non pas la réalité du grand remplacement, on va supprimer les chiffres en dépistant tous les enfants, ce qui est tout à fait aberrant, puisqu'on va faire des dépistages inutiles pour ce qui reste, c'est-à-dire quand même encore 60% des naissances. Toujours dans ce registre un petit peu médical, on voit réapparaître des maladies tropicales. Et que disent les médias ? Ils parlent de maladies moyenâgeuses. Pas des maladies moyenâgeuses, ce sont des maladies qui sont liées au mouvement de population depuis les pays où ces maladies n'ont pas été éradiquées, ou plus exactement, sont revenues après la décolonisation, puisque toutes ces maladies avaient quasiment disparu d'Afrique et elles reviennent. C'est un peu la conséquence de la mauvaise gestion de ces pays. Ce ne sont pas des maladies moyenâgeuses, ce sont des maladies venues d'ailleurs. Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie. Portrait piquant de Christophe Barbier. Christophe Barbier, c'est avant tout une écharpe rouge incroyable. Et l'histoire de cette écharpe est extrêmement symbolique. Il s'agirait d'un cadeau offert par Carla Bruni Sarkozy lors du mariage de Christophe Barbier avec Yamini Kumar en 2008. Sa femme, qui est à la fois une militante de gauche et la directrice de la communication de la marque de luxe Hermès. Outre cette double casquette étonnante, Yamini Kumar s'est aussi improvisée réalisatrice le temps du tournage de Doute, un film, très expérimental. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. Croyez-vous qu'on peut vivre pendant 10 ans auprès de quelqu'un et ne pas le connaître ? Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse ?
Christophe Barbier n'est pas seulement un acteur remarquable, c'est également une figure du paysage audiovisuel français. Il est passé par Le Point en 1990 et Europe 1 1995, avant de devenir chef du service politique de l'Express en 1996, puis directeur adjoint de la rédaction en 2001. En août 2006, il devient directeur de la rédaction de l'Express. Sous sa direction, entre 2006 et 2014, l'Express connaît un déficit de plus de 86 millions d'euros. Pour 2015, alors que 4 millions d'euros de pertes supplémentaires sont attendues, il est chargé par la direction, Altis Media, de mettre en place un plan social pour faire partir 125 salariés. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une soixantaine de titulaires de cartes de presse au sein du journal. En octobre 2016, alors que la diffusion à 539 000 exemplaires en 2006 est passée à 300 000 10 ans plus tard et que les pertes continuent de s'accumuler, il est finalement débarqué de la direction du journal. Malgré ses très mauvais résultats à l'Express, il y reste éditorialiste et devient conseiller éditorial de la direction du groupe. Parallèlement, il intervient dans de nombreux médias, toujours affublé de sa célèbre écharpe rouge, même pendant les périodes de canicule. Il est notamment invité dans C'est dans l'air, Sud Radio, iTélé ou encore BFM. Son rôle d'éditorialiste est sa grande marque de fabrique. À l'écrit ou en vidéo, Christophe Barbier n'hésite pas à prendre position. Les commerçants veulent ouvrir, les salariés veulent travailler, les clients veulent venir dans les magasins à des heures inhabituelles, que ce soit le dimanche ou tard le soir. Et évidemment, il y a toujours un syndicat pour être pointilleux et jouer le respect stupide du droit. Il serait temps que les Français renonçassent d'eux-mêmes à cette 5e semaine de congés payés. Allez, 4 semaines de vacances et on supprime aussi les RTT. Je sens que ça ne va pas me rendre populaire, mais je vous souhaite quand même de bonnes vacances. Et sa vision de son métier est particulière. Dans un entretien pour le journal du dimanche, il déclare notamment « L'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s'élever. » Mieux encore, pour lui, se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. Son rôle est de donner son opinion, d'affirmer ses certitudes, par essence improuvables. En 2 phrases, Christophe Barbier a résumé son boulot. Vacuité et volonté de diriger les masses. Et pour lui, la liberté d'expression permise par Internet est un danger. Sa solution ? S'inspirer de la censure chinoise. Christophe Barbier est une personnalité médiatique inquiétante. Heureusement, les pitreries grotesques de ce ringard de compétition le décrédibilisent complètement. Par exemple, le 2 janvier 2018, il se mettait à rapper en l'honneur d'Emmanuel Macron, un moment extrêmement gênant. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image, le Jupe, le Prez, le Légomane. Yeah, I am the selfie-made man. Même absence de conscience du ridicule lorsqu'il fait le poirier sur le plateau de BFM. Ce qui est parce que ça a été notre chouchou regardez. de 2010. Non mais regardez. Et c'est ahurissant. Non mais cet homme est ahurissant. Plus rien n'arrête Christophe Barbier. S'il n'y avait donc pas ces pitreries, on pourrait s'inquiéter de l'ampleur de la tribune accordée à Christophe Barbier, pour qui l'immigration est une bonne chose pour la France, une très bonne chose pour la vitalité française, ou encore pour qui il existe une série d'épisodes historiques qui ont permis de trancher entre le bien et le mal, entre ce qui est de gauche et ce qui ne l'est pas. Alors voilà une vidéo, un portrait piquant très intéressant. Je voudrais souligner deux formules. L'éditorialiste est un tuteur pour le peuple. Donc voilà, il se sent investi d'une mission de catéchisation, on peut dire, de catéchisation politique. Et puis cette autre formule assez drôle aussi, Barbier, c'est un ringard de compétition. Alors malgré tout, il manque quelque chose dans ce portrait piquant, c'est que ce Barbier, il avait obtenu non pas un bobard d'or, mais une muselière d'or, effectivement, pour un fait d'ailleurs qui est cité, quand il expliquait qu'on devrait pouvoir censurer Internet, puisque les Chinois le faisaient bien. Remarquez, il a dit ça, je crois, en 2014, et au fond, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la censure d'Internet, la censure sur les réseaux sociaux, la censure sur Facebook, la censure sur YouTube, la censure sur Twitter. Donc au fond, il avait raison. Prophète, il avait raison, le Barbier. Ouais. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mais avant de conclure directement, je vais laisser Jean-Yves un petit coup de chapeau, le coup de chapeau traditionnel. Oui, alors le petit coup de chapeau, ce sera pour un homme qui a connu un grand malheur. C'est Patrick Jardin, c'est un homme dont la fille, qui travaillait au Bataclan, a été tuée en 2015 lors de l'attentat islamiste. Et cet homme est profondément choqué que le rappeur islamiste Médine se produise au Bataclan.
peut considérer normal que ce rappeur se produise un peu partout en France, mais pas au Bataclan, puisque c'est un rappeur islamiste, proche des frères musulmans, qui va se produire dans le lieu d'un crime islamiste. C'est quand même assez profondément indécent. Et c'est pour ça que cet homme, Patrick Jardin, souhaite qu'il y ait une manifestation de protestation à l'occasion de ce concert, le 19 octobre prochain, dans le 11e arrondissement, à proximité de la salle du Bataclan. Il considère, et on peut le comprendre, que ce concert est indécent et qu'il ne devrait pas avoir lieu. Eh bien, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, évidemment. Ceux qui ont les compétences, vous pouvez faire l'extrait, le passage que vous avez préféré pour le poster sur les différents réseaux sociaux. Et puis, continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Et puis, je vais retourner aux vieilles traditions, c'est-à-dire donner le dernier mot à Jean-Yves. Rendez-vous pour la prochaine Immédiat.